Docteur Toledano. Merci, Docteur Sioux. C'est à toi. C'est bien la petite pression initiale. Merci aux organisateurs, mesdames, messieurs. Merci à mon ami Jean-Claude Zéra et à Philippe. Donc, on a choisi cette thématique de la cancérologie et prospective, parce que pour débuter la journée, effectivement, c'est peut-être un peu moins lourd que certaines présentations académiques. L'idée, c'est ensuite qu'on ait une session d'échange interactive. Alors, pourquoi on va s'intéresser à la prospective? C'est pas seulement pour essayer de prédire l'avenir, mais c'est pour nous aider à le construire ensemble. Alors, avant toute chose, effectivement, il y a plusieurs personnalités lorsqu'on essaye de parler d'avenir. Et la façon dont on perçoit le futur est assez intéressante. Est-ce qu'on perçoit le futur en rupture ou en continuité? Ça, c'est la première question. C'est probablement une question de personnalité, hein, on est en train de le démontrer. Est-ce qu'on attend un changement immédiat ou un changement différé? Et enfin, est-ce qu'on est assez ouvert ou est-ce qu'on est fermé? Et puis, on est obligé, à mon avis, de l'être, étant donné ce qui se passe autour de la médecine. Alors, la manière dont la médecine va s'approprier les innovations va être assez intéressante. Tout d'abord, on est tous forcés de constater la modification culturelle, puisqu'on a été éduqué avec un certain fatalisme, un darwinisme, et on voit qu'il y a une culture de transhumanisme outre-Atlantique, et même en Europe, qui a commencé à s'installer, et une industrie de la santé qui s'est installée aussi, notamment sur les devices. Alors tout le monde a suivi les péripéties du cœur Carmat artificiel, le rein avec des nanotubes ultra-filtrants, le pancréas artificiel, la lentille de chez Google qui vous donne la glycémie sans avoir à se piquer en temps réel, etc., etc. Donc il y a énormément de sujets de société sur la transformation de l'humain, pour son bénéfice évidemment, avec tout un tas de problématiques bioéthiques qui commencent à faire leur apparition. Alors on parle de prospective en cancérologie, on va commencer la première partie de la présentation sur les nouvelles drogues. Les nouvelles drogues, celles dont on savait très peu, et c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir une ingénierie, parce qu'entre une molécule d'hier et une molécule d'un anticorps monoclonal ce jour, c'est la différence entre un vélo et un avion, en termes de complexité. Donc nous, on le prescrit toujours sur les mêmes ordonnances, mais il y a une industrie, des critères qualité, des niveaux de conceptuels autour du médicament moderne qui se sont améliorés. Alors quand on regardait ce genre de diapositive il y a 5 ans, ben, tout le monde ne faisait qu'une chose, c'est qu'ils attendaient la diapositive suivante. Et c'est vrai qu'on a été forcé finalement d'apprendre ça, puisque chaque voie de signalisation, chaque checkpoint a donné lieu à des thérapies ciblées avec des AMM. Et on a eu, sans autorisation, de mise sur le marché pour une 60aine de médicaments dans les 5 dernières années. Donc c'est vrai qu'on a longtemps considéré la cancérologie au niveau du noyau des cellules tumorales. Et ensuite, comme on n'avait pas 100% de réponse, on a regardé ce qui se passait dans l'environnement de la cellule tumorale et sur les voies de signalisation qu'on commence à décoder un petit peu mieux. Ça, c'est pas le futur, c'est le présent déjà. Alors ensuite, il y a eu effectivement cette révolution génétique. C'est intéressant puisque dans les années 70, Monod disait « La taille moléculaire de l'ADN interdit sans doute à tout jamais de modifier le génome ». C'est que l'ADN, c'est 3 milliards de paires de bases. Et ceux qui faisaient leur thèse en génétique il y a une trentaine d'années, ben, ils travaillaient sur 1000 paires de bases avec des techniques complexes. Et aujourd'hui, on a des séquenceurs où il suffit d'appuyer sur un bouton on et off et qui vous décode 50 milliards de paires de bases à l'heure. Donc en fait, on a un accès à l'information et les paradigmes ont changé en 30 ans. Et il n'a pas fallu attendre 3 ou 4 siècles, comme on le disait en 1990, pour arriver à comprendre ce qui se passe en génétique. Alors maintenant, c'est la manière dont on va intégrer les données, les interpréter, travailler avec. Alors est-ce que tout est génétique? Certainement pas. On a cette génomique qui étudie le génome. Mais on a la régulation des gènes avec l'épigénétique. L'épigénétique, on commence à connaître des mécanismes, 3 principaux. La méthylation de l'ADN, les micro-ARN, qui sont des séquences de dinucléotides, il y en a 1 millier qui existent, et qui vont en amont permettre à un gène de parler ou de se taire. Et la modification de la conformation de l'ADN dans l'espace avec effectivement les histones des acétylases. Alors c'est intéressant, vous le verrez en thérapeutique, c'est pour ça qu'on l'introduit. Et donc cette génétique est venue nous aider. Ça peut être transcrit ou pas, il y a la transcriptomique, les protéines peuvent être fonctionnelles ou pas, la protéomique. Donc on a ces omics qui ont commencé à investir le champ de la thérapeutique et de la médecine et qui arrivent. Alors au début, c'est par plusieurs tests éparses et maintenant avec des nouveaux algorithmes de prise de décision, avec des nouvelles pathologies et une manière de prendre en charge différente. Quelques exemples pour les cliniciens, les épidrogues. Là, vous avez un cancer de l'ovaire sensible aux sels de platine, réfractaire aux sels de platine, et finalement, au lieu d'aller chercher un autre médicament différent, on va y mettre un peu d'agent déméthylants, des inhibiteurs des histones des acétylases, et on va restaurer la sensibilité aux sels de platine.
Donc ce n'est pas la peine d'aller toujours inventer des nouveaux médicaments. Comprendre la manière dont les résistances se font aux médicaments actuels, c'est aussi une piste. Alors on a des réactivations de cancer à distance, et on a commencé à travailler sur les cellules souches tumorales. Et vraiment entre la gynéco, l'embryon et tout ce qui est la carcinogénèse et la cellule tumorale, on a des similitudes, et les voies biologiques se ressemblent. Et donc on a commencé à traiter ces cellules souches avec des inhibiteurs de certaines voies de signalisation qui ont déjà, pour certaines, des autorisations de mise sur le marché. Ensuite, on a eu l'émergence, dans les années 2010, de la nanomédecine. C'est-à-dire quand vous passez de 50 000 fois un grossissement à 2 millions de fois, en microscopie électronique avec des techniques de physique un peu complexes, vous arrivez à voir au nanomètre. Alors c'est intéressant puisque vous voyez qu'au le micron, on a du globule rouge, mais au nanomètre, on commence à manipuler des molécules différemment. Alors on a toute une industrie des nanovecteurs avec plusieurs générations qui nanovectorisent des médicaments. Et donc des médicaments de plus en plus intelligents qui nous permettent probablement d'être un peu plus ciblés, plus efficaces, avec des doses d'intensité plus élevées et moins toxiques. Donc ça commence à avancer. L'angiogénèse tumorale, là, je décline certains concepts parce que c'est le principe, hein, après on pourra en parler. C'est les chirurgiens, comme souvent, qui ont fait émerger des concepts en cancérologie, et Judah Folkman, qui, pour bon et loyaux service, il opérait les enfants sur les terrains de guerre, on l'a laissé signer un éditorial dans New England dans les années 70, où il disait « mais moi, quand j'opère, les tumeurs, elles saignent beaucoup plus quand elles sont malignes que quand elles sont bénignes ». Et il a travaillé sur l'environnement tumoral quand tout le monde travaillait sur l'intérieur des cellules. Et il a fait émerger des concepts comme les anti-angiogéniques. Vous voyez ici, par exemple, autrefois, on faisait un diagnostic de tumeur cérébrale de ce type avec un patient paralysé. Et c'est une annonce de mort imminente. Et finalement, avec un potentiel anti-angiogénique de certains médicaments, on peut avoir de temps en temps des réponses assez spectaculaires, ce qui était absolument infaisable avec les chimiothérapies classiques. Alors l'immunothérapie, que tout le monde connaît, comment ça se passe ? Ben en fait, quand vous avez une tumeur qui rentre dans un organisme, l'idéal voudrait que les globules blancs la reconnaissent comme étant étrangère et la détruisent. Mais la tumeur, elle injecte un espèce de gaz soporifique qui endort les globules blancs, matérialisé par des voies de signalisation qu'on commence à décoder, CTL4, PD1, PDL1, et on a développé des anticorps contre ces voies de signalisation, et donc qui réactivent les globules blancs, et qui vont faire leur travail finalement, parce qu'ils ne le faisaient plus, et on développe son immunité. Et l'immunothérapie, c'est implémenté dans tout un tas de cancers, quelle que soit la localisation. Et donc, plutôt que de regarder la cancérologie par le spectre de l'organe dont émerge le cancer, on va commencer à le regarder par le spectre d'anomalies moléculaires. Donc, il va y avoir des cancérologues, je caricature, de la voie PDL1, de la voie ALK, plutôt que du poumon ou du rein. La pharmacogénomique, c'est intéressant. C'est l'idéal thérapeutique, c'est d'avoir des traitements efficaces et bien tolérés. Alors quand c'est efficace et bien toléré, on est content. Quand c'est pas efficace et mal toléré, là aussi, on met de côté. Le problème, c'est quand c'est efficace et pas toléré, là, ça devient problématique. En fait, pour le même médicament, on va avoir des comportements différents individuels. Et à partir du moment où on peut lire dans le code génétique, pourquoi ne pas aller prédire les réponses thérapeutiques, les meilleurs dosages. Et donc cette pharmacogénomique est en train de se développer. Alors l'impression 3D, moi, me fascine, mais vous allez comprendre pourquoi. Quand on a commencé à fabriquer un pistolet en plastique qui a pu tirer, alors là, tout le monde a crié au loup, et on commence à pouvoir faire de l'impression 3D avec de plus en plus de matériaux. Mais il y a 2 ans, la FDA a autorisé un médicament qui est issu d'une impression 3D et qui n'avait pas pu être fait de façon normale par apposition de couches de poudre. Et c'est un antiépileptique qui est 100 fois plus puissant que les antiépileptiques habituels. Mais quand vous le fabriquez, vous choisissez sa dose, il n'y a pas de stockage, et donc c'est fabriqué par une imprimante 3D. On devrait avoir l'émergence de ces médicaments et les modèles de l'industrie pharmaceutique qui sont en train de se remanier. Ça devient assez intéressant parce que quand vous savez que ce jeune homme prend des espèces de bases d'acide nucléique et fabrique des brins d'ADN, et on a fabriqué une bactérie qui avait ni père ni mère, donc on commence à fabriquer le vivant. Alors ensuite, est-ce que pour tous les médicaments, il faudra attendre 10 ans, dépenser 1 milliard d'euros sur 3000 patients qui ne se ressemblent pas ? On a des nouveaux modèles, y compris en statistique et en études cliniques, avec ces essais, ce qu'on appelle les essais basket. Alors l'exemple clair, c'est par exemple une série à 800 patients qui a été publiée, où on teste 30 médicaments, et les médicaments, on les teste sur 20 à 30 malades, sur certaines anomalies moléculaires. Donc sur une étude, on traite 30 molécules avec des maladies qui ont l'air de se ressembler, qui ne sont pas les mêmes, et en fonction des anomalies moléculaires, avec un développement des méthodes statistiques, etc. Et en fait, le cancer, qui avait l'air d'être une grande maladie,
c'est un ensemble de milliers, de millions de maladies plus rares et très différentes. Donc quand on fait de la médecine personnalisée, il faut raisonner notre approche, y compris en termes de médecine factuelle, de façon assez différente. C'est pour ça qu'aller prescrire une chimiothérapie à un patient fatigué, parce que 800 patients qui ne sont pas lui ont eu une démonstration statistique d'un bénéfice de 17%, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Alors les xénopatients, c'est des avatars. C'est quoi? On prend la tumeur, on va la cloner 50 fois, 100 fois, on la met dans des petites souris, et quand le patient évolue, on traite les 50 petites souris avec des médicaments différents. Peut-être qu'on va avoir une prédictivité de la réponse chez l'homme, chez qui a émergé cette tumeur. Voilà, c'est des concepts nouveaux, c'est pour parler de futur, c'est déjà en cours, et on est en train de travailler dessus. Alors bien sûr, la santé environnementale, il n'y a pas seulement le courant de mode, on sait l'impact de l'environnement sur l'homme, l'impact de l'épigénétique sur la régulation génétique, et donc que ce soit en termes de facteurs carcinogènes, de gestion émotionnelle, ça va être important de voir ces programmes. Microbiote, beaucoup en entendent parler, je crois que l'industrie, le laboratoire de biologie a un impact à jouer très fort. Vous voyez, quand on a des maladies avec des formations de polypes intestinaux, en fonction de certains profils moléculaires, on va avoir des cancérisations ou pas. Donc on est au début de la connaissance de ce qui va se passer sur les nouveaux concepts bactériologiques et en analyse microbiote. Alors on va s'éloigner un peu. Moi, ma discipline, c'est aussi de la radiothérapie, donc je vais naturellement l'évoquer. Là, vous irradiez une tumeur du foie, il n'y a pas de médicaments, et vous voyez les métastases du poumon qui fondent. Et on fait un traitement local et on a une action systémique. Ça, c'est assez intéressant. C'est un effet qu'on appelle abscopal, abs à distance scopale de la cible. Parce que quand vous irradiez, vous allez détruire la tumeur, les cellules dendritiques, les macrophages vont phagocyter, présenter la molécule au complexe majeur d'histocompatibilité, activer une réponse immunogène et avoir une action thérapeutique à distance. Comment les traitements locaux peuvent avoir une influence sur les thérapies en général. Et donc on a effectivement sur les tissus irradiés un afflux de cellules immunitaires et on commence à avoir une radiobiologie nouvelle, ce qui nous permet de ne pas seulement espérer la destruction et la nécrose tumorale, mais en fait on va remodeler l'environnement péritumoral, activer des voies de signalisation. Autrefois on faisait de la chimiothérapie à visée radiosensibilisante, maintenant on peut faire de la radiothérapie à visée chimiosensibilisante, c'est-à-dire activer un foyer tumoral ou un environnement péritumoral pour que le médicament y pénètre un peu plus facilement. Il n'était pas efficace avant, il va le devenir. Voilà, donc ça c'est un remodelage des concepts, c'est déjà en cours. Alors sur la radiothérapie, ça c'est notre discipline d'expertise. C'est un robot qu'on appelle le CyberKnife. Alors je vais juste essayer de passer le petit film, ça met 1 minute, mais ça peut être intéressant. Voilà, c'est un accélérateur de particules miniaturisé qui est monté sur un bras robotisé avec 6 degrés de liberté. Il y a en permanence une détection des mouvements de la cible. La détection de ces mouvements, elle va être transmise à la tête de l'accélérateur. Il y a une intelligence artificielle qui recalcule en temps réel par des algorithmes le positionnement théorique de la tête de l'accélérateur. Et on va délivrer des centaines de faisceaux et la machine s'adapte au mouvement du patient. Alors ensuite, on a une collimation en temps réel ultra rapide de conformité à la cible et on a une précision au demi-millimètre sur cible mobile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pas demain, un petit cancer du poumon chez quelqu'un de 80 ans fatigué de 2 cm, en 3 séances sans effet secondaire, on a 95% de contrôle local. Chez un patient qu'on ne va pas opérer, qui a un cancer de la prostate à 80 ans, en 5 séances, on a 95% de contrôle, etc., etc. Donc on a commencé à avoir une cancérologie. Alors là, il s'agit d'une tumeur rénale, alors sur rein unique, on a tout un tas d'indications, on s'est positionné. Et là, on commence à voir l'émergence de ce qu'on appelle la radiochirurgie, donc du traitement non invasif et ablatif à grande échelle. Donc ça me plaît bien comme c'est le mouvement actuel, c'est le lièvre et la tortue, ce qu'on appelle l'hormèse. Vous savez que longtemps la cancérologie a été axée sur la dose maximale tolérable. Mais quand on pratiquait la dose maximale tolérable, on fatiguait les gens, on les fatigue. Alors bien sûr que la tumeur, avec ses critères récistes volumiques, va diminuer de plus en plus, mais comme les gens sont fatigués, sur le long cours, ce n'est pas forcément les meilleures stratégies. De temps en temps, il vaut mieux respecter l'individu et avoir la tumeur par des petites doses successives. Donc ce qu'on appelle les agents hormétiques. Et on voit aujourd'hui qu'on va utiliser les médicaments différemment. Au lieu de donner une séance de chimiothérapie par mois, parfois on va donner la petite dose journalière qui va être mieux tolérée. Pareil pour la radiothérapie à petite dose, etc. C'est-à-dire perturber les équilibres entre la tumeur et son environnement. Donc on va aller vers la fin de la présentation sur les technomédecines avec CNBIC.
toute la neurocognition, l'informatique, les biotech. Alors on voit des gadgets, c'est intéressant d'en citer quelques-uns. Le BioPen, donc on a une espèce des polymères avec de la lumière ultraviolet, on est sur les cartilages, et au plus proche, le chirurgien va redessiner les cartilages et on fabrique du cartilage en temps réel. La theranostique, alors c'est la fusion entre la thérapeutique et le diagnostic. Alors il suffit que vous ayez des radioisotopes qui matérialisent la présence d'une maladie dans le corps, et sur lesquels ces radioisotopes, on greffe un principe actif thérapeutique, un radionucléide qui vectorise une énergie destructrice, la radiothérapie métabolique. L'imagerie fluorescence pour les marges de sécurité en chirurgie. Alors les urologues, et Marc, tu nous en parleras, ont quand même été assez avant-gardistes là-dessus, ça continue. Les nouveaux moyens d'imagerie, j'en cite quelques-uns, comme le TEP-IRM, c'est l'association du TEP scanner, de la scintigraphie par émission de positons avec du glucose, et effectivement l'IRM. Et oui, sur les tumeurs du foie ou ailleurs, on a une précision de détection, et pour nous en radiothérapie, de ciblage qui est important. Détection par voie sanguine, évidemment, hein, on y est. Les cellules tumorales circulantes, l'ADN circulant, tout ce qu'on appelle les biopsies liquides. On va faire parler le sang différemment, hein, sur 3-5 milliards de cellules, arriver à en détecter une ou deux, les caractériser, y compris dans leurs anomalies moléculaires, leur biologie. Et l'idée, c'est que finalement, le patient vienne demain, pas avec sa carte vitale d'information administrative, mais avec sur sa carte vitale, le séquençage de son génome, sa tumeur, son information médicale, et qu'on passe d'une médecine, je dirais pour tous, à une médecine de précision individuelle. Alors on va intégrer l'intelligence artificielle, je vais passer assez rapidement, parce que mon temps est écoulé. C'est des méthodes de résolution de problèmes complexes. On peut continuer. D'accord. Donc on a le Watson, vous devez connaître Watson, c'est ce robot qui a joué au Jeopardy américain contre les plus grands champions du Jeopardy américain, et il les a battus à plat de couture, mais il traitait 200 millions de pages secondes dans sa mémoire, et donc il répondait à toutes les questions. Donc IBM s'est dit, où est-ce qu'on va positionner Watson sur le marché des téléconseillers américains, c'est 100 milliards de dollars, ils l'ont positionné en santé, ils ont appris à Watson la médecine. Alors ça c'est intéressant parce que vous lui demandez dysménorrhée, il va aller regarder dans la littérature, donc il va vous dire de prendre des douches tièdes, des régimes pauvres en graisse, de la vitamine B6. Alors j'ai des copains gynécologues ici qui traitent parfaitement les métrorragies, mais je veux dire, aller jusqu'à la vitamine B6 et décoder la littérature. Donc les premières expérimentations, il y a vraiment des discordances avec la médecine clinique habituelle, mais enfin on est en train d'apprendre à des logiciels à travailler, à aller chercher de la connaissance, et de toute façon ils vont être le reflet de la façon dont on les paramètre au final. Ce qui va être déterminant, c'est la gestion des datas. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas un médecin dans son cabinet avec un petit PC. C'est-à-dire qu'il faut modéliser la manière dont sont organisés les flux de la connaissance, le stockage, le rendu, la manière de les utiliser. Alors, nos chirurgiens ont commencé à travailler avec les robots, et c'est assez intéressant, ça a vraiment marqué la communauté scientifique. Alors, des robots un peu traditionnels, qui sont intéressants, où le robot va aider le chirurgien à opérer, et puis des robots un peu plus intelligents, avec des logiciels forts, où c'est plus le chirurgien qui est aidé par le robot, mais c'est le robot qui commence à être aidé par le chirurgien. Peut-être des robots qui vont opérer seuls, comme ici, le robot Smart, qui est assez intéressant, puisqu'il fait des sutures seuls, versus des chirurgiens experts qui font des sutures, et puis il compare les lâchages de sutures. Alors, ce n'est pas encore des gestes complexes, mais on a effectivement des robots qui apprennent les gestes et qui vous décodent les interventions chirurgicales. Donc, quand il en a vu 1000 et qu'il vous voit opérer, il dit attention, ce geste, vous êtes sûr qu'il faut le faire comme ça? Parce que je ne l'ai jamais vu. Donc ça commence à devenir assez intéressant, c'est déjà en cours, mais on pense que ça va s'implémenter. Alors on parle de médecine, mais on peut parler des infirmières aussi, c'est des robots infirmières. Donc ils ne viennent pas à 6 h du matin parce que c'est avant le café, c'est le robot qui rentre dans la chambre, qui prend les constances, qui dit bonjour, etc., qui organise la distribution des médicaments. Alors, il y a des moyens d'humaniser le process, mais c'est assez intéressant. Et donc cette automatisation, cette robotique sur les circuits de santé. Alors nous, on a un partenaire privilégié qui est Visible Patient, qui est issu de l'IRCAD à Strasbourg, avec lesquels on travaille en réalité virtuelle, réalité augmentée. Alors pour les chirurgiens en réalité augmentée, quand vous devez opérer et avoir une cicatrice abdominale, de voir la superposition de votre foie à vous sur votre ventre pour savoir où inciser, ça peut être intéressant, ça fait gadget. Mais quand on a la vascularisation, le plan de traitement, etc., qu'on commence à gérer de l'imagerie 3D interactive, ça commence à nous donner des fonctionnalités innovantes
Alors on est demain à Vivatech avec La Poste, qui est un acteur de santé numérique, avec lequel on développe des programmes en santé numérique globale, en intégrant tous ces outils, ce monitorage des données, l'intelligence artificielle d'analyse, le reformatage des circuits de soins entre la ville et l'hôpital, entre la médecine et la paramédecine. Et on sait que la santé connectée a fait des bonds incroyables, puisqu'aujourd'hui, toutes les 60 secondes, alors j'ai mis ce diagramme qui est pas lisible, enfin il y a quand même 18 millions, 187 millions de toutes les minutes de mails qui sont envoyés. On voit la manière dont fonctionne la toile. C'est vrai que probablement que la médecine n'est pas encore assez adaptée à tout ça, et on commence à avoir des applications en santé numérique qui prédisent les devenirs, qui même favorisent les décisions thérapeutiques, sans que le médecin soit forcément conscient des petites variations qu'il n'inclut pas dans son quotidien. Donc finalement, pour conclure, le médecin de demain, bien sûr, il doit garder son éducation médicale. Hein, et quand on faisait la visite, on était 20 derrière quelqu'un qui écoutait un souffle au cœur et tout le monde applaudissait. Moi, j'ai plus de stéthoscope, et je m'en fous, j'ai des cardiologues à côté. Je peux faire une échographie cardiaque sur mon iPhone si je veux pour voir s'il y a un souffle. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de faire évoluer une médecine clinique vers une médecine bioclinique. Et il va falloir que les médecins soient meilleurs en gestion des émotions, gestion psychologique, en éthique. Donc on va devoir reformater nos formateurs parce qu'on a des outils modernes et des patients différents qui attendent ces outils modernes. Et c'est vrai que l'idée n'est pas de prédire. Nixon disait en 71, dans 10 ans, nous aurons vaincu le cancer. Alors on ne l'a pas vaincu. Mais ce qu'il a fait d'intéressant, c'est ce qu'il a quintuplé les budgets de la recherche et qu'on est passé de 38 à 70% de survie à 5 ans. Et pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais le rendre possible. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à rediscuter les fondamentaux d'une médecine humaine, humaniste, tournée vers l'individu. Bien sûr, intégrer tous ces outils de santé connectés, reformater nos processus de recherche, intégrer l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, accepter les robots, les séquençages génétiques. Tout ça, c'est important. Notre projet propre, c'est ma dernière diapositive, s'appelle l'Institut Raphaël. Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Le premier étage de la fusée, c'est la maison de l'après-cancer. En fait, c'est un bâtiment à la porte de Champéret où on va faire cohabiter sur 2000 m² les acteurs de soins médicaux et paramédicaux. Sophrologues, sexologues, nutrition, psychologues, acupuncteurs, danse-thérapie, musicothérapie, médecine ayurvédique. Enfin, je ne vais pas tous vous les faire. L'idée, c'est d'avoir des parcours de réhabilitation coordonnés dans des programmes de recherche soins enseignement, où on a la salle de sport pour les patients, le salon d'esthétique, les ateliers cuisine. Et toute l'idée, c'est d'arriver à passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, d'une médecine qui s'occupe de la maladie à une médecine qui s'occupe du patient et de son projet de vie. Et l'idée, c'est d'essayer d'avoir des médecins peut-être un peu moins techniciens, bien aidés par des process industrialisés qui nous permettent d'être meilleurs en santé maladie, et qu'on ait une approche beaucoup plus globale de l'individu. Et je pense que la médecine va évoluer dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie. Bien, comme vous avez vu, c'était très complet. Alors maintenant, on voudrait savoir s'il y a des questions dans la salle. Non, non. Sur le sujet du docteur Toledano. Médicaments matin, midi et soir. L'idée, effectivement, c'est de mieux prescrire. Donc on va s'inscrire au début en test, expérimentation, en complémentarité, puis en substitution. Il faut qu'il y ait quand même des datas assez solides pour changer nos pratiques. Donc on va garder notre rigueur. On ne va pas céder à la moindre innovation. C'est que dans les innovations, vous avez les petites innovations incrémentales et les grandes innovations de rupture. Je crois qu'il ne faut pas attendre les révolutions et puis ne rien faire en attendant. Donc on a des beaux concepts, on sait comment la médecine est complexe, le corps est intelligent, donc on va les implémenter au fur et à mesure. Mais juste pour dire, quand vous aviez les gystes, les tumeurs stromales gastro-intestinales, on voyait des patients arriver avec des métastases, ils mouraient 2 mois après. Puis on a trouvé une anomalie, la mutation du gène KIT. Alors bon, il y a le PDGFR, etc. Et là vous avez donné Glivec, puis on suit tous des patients depuis 15 ans qui bouffent leur cacheton tous les jours et qui vont bien, il n'y a plus aucune métastase. Donc le concept de la maladie avec une monomutation qui donne un médicament, c'est génial. La vérité est plus complexe. C'est-à-dire que c'est une organisation de plusieurs anomalies. Donc il va falloir qu'on ait des outils un peu plus performants pour arriver quand même à modifier radicalement nos façons de faire.
Mais je pense qu'on a les bonnes voies, les bonnes directions pour arriver à faire ce genre de choses. Il faut qu'on implémente maintenant les chemins. Docteur Toledano, vous nous avez fait un catalogue très impressionnant sur toute l'évolution de la cancérologie aujourd'hui, qui est un petit peu la même chose que les nouvelles versions de l'iPhone. Donc c'est tout à fait encourageant, mais vous avez parlé du National Cancer Act de Richard Nixon en 1971, qui a fait passer de 38% à 70% la survie, en quintuplant les crédits de recherche dans ce domaine. Aujourd'hui, c'est une véritable armée de chercheurs qu'il y a dans le monde, beaucoup plus qu'en 1970. Comment vous voyez l'avenir là? On est passé de 38 à 70% de survie, et aujourd'hui, on est à plus que 70%, mais enfin dans ces eaux-là. Dans les 30 ans à venir, comment vous voyez les choses? On va voir émerger la gestion de maladies complexes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous faites un diagnostic dans l'ouest parisien de cancer du sein à un stade centimétrique, vous êtes à 95% de contrôle à 10 ans. Donc là, notre travail de clinicien, c'est de la déflation thérapeutique, c'est d'avoir un joli sein bien opéré, irradié, avec un sein pas trop douloureux pour garder une sexualité. Donc on est beaucoup sur des concepts de déflation, sur des maladies qui s'appellent quand même cancer, qui sont en théorie mortelles, mais qu'on détecte à un stade précoce. D'où l'intérêt du dépistage et de toutes les actions qu'on mène. Maintenant, on a encore des maladies complexes qui étaient mortelles à 2 ans et avec lesquelles on va vivre 10 et 15 ans. Donc on a des files actives de patients métastatiques absolument pharaoniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un cancérologue s'installe dans une clinique, il ne fait rien de plus que faire de la cancérologie, et vous voyez l'activité de la clinique qui va doubler ou tripler en 2 ans. Donc nos circuits de soins vont se réorganiser autour des activités de cancérologie, parce qu'on a beaucoup de maladies intelligentes, il va nous falloir encore un petit peu de temps. Alors ça ne sert à rien de faire des projets à 30 ans, mais je pense qu'à 5 à 10 ans, on a, mais on pourra en parler aussi en aparté, on a des explosions et des ruptures fantastiques en matière de patientèle et de manière de travailler. Et industrialiser les process. Et la biologie, c'est vraiment un exemple en médecine. Tu as compris tout de suite la standardisation, les process. Alors bon, il y a un souci économique derrière tout ça, de rationalisation. Pour ne pas rationner, il faut rationaliser. Voilà, alors en clinique, c'est un peu complexe avec la gestion psychologique des individus. Et ça, c'est plutôt ton expertise à toi. Donc c'est beaucoup plus facile, même si c'est difficile, d'établir un process sur un certain nombre de tâches que d'arriver à prédire la manière dont un individu va évoluer dans son traumatisme pendant les 3 prochains mois. Donc il faut que la clinique s'enrichisse avec l'humain et puis qu'on essaye d'éviter de faire des tâches inutiles à des médecins qui, de toutes les façons, les feront moins bien que des ordinateurs pour autant. Donc il faut vraiment accepter de faire rentrer ces innovations dans notre pratique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est juste une remarque. Je vous félicite pour cet exposé d'une brillantissime et puis surtout plein d'espoir pour l'avenir. Je me pose une question parce que ce médecin, il va être obligé d'avoir des connaissances scientifiques top niveau, d'être s'adapter en permanence, mais en même temps, vous avez parlé d'humain, de centrer tout sur l'homme malade et même bien portant puisqu'on va en matière de prévention. Alors, quelle sélection faut-il faire, puisqu'il faut une sélection, pour choisir, pour prendre les individus les plus adaptés à cette médecine de demain? Ça me préoccupe beaucoup parce qu'il y a eu énormément de dérives. Là, actuellement, on a des gens hyper spécialisés, mais qui ne sont pas toujours humanistes. C'est bien le drame de la médecine actuelle. Donc, si vous voulez, mais par ailleurs, il faut un niveau scientifique extrêmement important et puis surtout une capacité d'adaptation. Donc, la sélection par les maths, ce n'était pas suffisant. La sélection, on a des grands patrons qui ont fait de la philo autrefois, ils sont arrivés au plus haut niveau. Donc, si vous voulez, quel mode de sélection, surtout au moment où on parle du parcours de l'étudiant, etc. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a sûrement une action à faire. Quand vous êtes médecin spécialiste, vous discutez avec votre établissement de soins qui vous dit « moi, je fais 1,5, 2% cette année, donc mon investissement, il va être limité, etc. » On ne parle pas le même langage souvent en clinique. Donc, vous demandez une infirmière de coordination, on vous donne des chiffres. Donc nous, on a choisi d'arrêter d'être en dispute avec les gestionnaires. Et l'Institut Raphaël, c'est un projet pilote où on a considéré que finalement, la qualité, c'est le temps qu'on va passer avec les gens. Donc le temps médical
est aussi important que le temps de coaching pour le retour à l'emploi, de gestion émotionnelle, de la santé sexuelle, de la santé psychologique, etc. Donc, le médecin de demain, en fait, c'est un médecin qui est aussi un peu un coach, qui a cette science, qui peut intégrer les choses. Mais il ne faut pas penser uniquement en termes de médecin. Il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Il y a des infirmières formées. C'est comme les sages-femmes en obstétrique. Ça a été encore avant-gardique, quoi. Je dis en gynéco. C'est un modèle absolument extraordinaire. Est-ce qu'on a besoin de très bien connaître la mitochondrie pour arriver à gérer une dépression post-traumatique? J'en sais rien. Moi, j'en sais rien. On a besoin de bonnes capacités d'adaptation, de réseaux organisés. Donc, je pense qu'à partir du moment où on décide de centrer sur l'humain, on ne fait pas de fausses routes. Après, il va y avoir des modalités de formation différentes. Il faut accepter l'expérimentation et d'échouer. Hein, c'est notre démarche scientifique. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on écoute la population. La manière dont la santé doit évoluer, ce n'est pas la manière dont le médecin perçoit la maladie et dont il organise la gestion du budget qu'on lui a affecté. Donc les réflexions, elles sont à faire à une autre échelle, mais on a de formidables médecins en France, très éduqués, intelligents. C'est des acteurs de terrain, il y a une voix qui doit porter. Donc je pense qu'il faut d'abord qu'entre nous, on se mette en place des convergences et que ces messages soient remontés. Et je suis persuadé qu'on va former des gens différents, mais assez vite. Hein. Mais les sélectionner au départ, c'est difficile parce qu'on perd des Oui. gens qui sont passionnés par ce qu'ils feront ou ce qu'ils pourraient faire, et puis on les élimine pour des quarts de point. Le coût de l'apprentissage, ça s'appelle. Voilà. En tout cas, félicitations parce que l'Institut Raphaël, ça va être une belle aventure. Ouais. Voilà. Merci. Pas d'autres questions? Une dernière, oui. On sait, on a constaté que guérir d'un cancer, ça dépend beaucoup de l'état psychique de la personne, de sa résistance à l'annonce de la maladie, de son parcours de soins. Alors juste une petite question, je voulais savoir ce que vous pensiez des soins de support qui sont mentionnés dans le plan cancer et comment vous voyez leur évolution. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a précarisé les acteurs de soins paramédicaux. Aujourd'hui, vous pouvez rembourser pendant 25 ans un antidépresseur, dont on sait qu'il est partiellement réévalué. Et ça, Philippe m'a appris les traitements antidépresseurs depuis longtemps. Mais c'est vrai que rembourser une séance de psychologue qui va avec quelques mots, une manière, etc., vous remettre dans une dynamique personnelle, ça, on ne va pas le faire. Donc les psychologues dans leur coin, sans tarification, précarisés, qui doivent payer des loyers, des cabinets, etc. Donc on dépense beaucoup d'argent dans un système de soins sans prendre de recul par rapport à des projets tests qui devraient émerger. Donc c'est à nous aussi de nous organiser pour avoir des pilotes qui fassent émerger les données. L'ostéopathe qui fait un traitement anti-nausée, moi qui fais 150 chimios chaque semaine, force est de constater qu'on a des résultats souvent, ça ne veut pas dire tout le temps. Mais le comprimé anti-nausée qui coûte 90 € qu'on donne à tout le monde, il n'est pas non plus tout le temps efficace. Donc il faut qu'on organise une recherche en soins d'accompagnement et avec un autre spectre d'études que de l'étude moléculaire, etc. Le médecin, ça ne doit pas être un scientifique frustré, ça doit être un humaniste éduqué à la science. Voilà. Et on a aussi le droit de faire entrer dans la santé des ingénieurs et des non-médecins qui vont apporter beaucoup plus que certains médecins qui font... Voilà. Merci, docteur Toledano. Merci beaucoup.